Au IXe siècle, au moment où l'Empire carolingien se fragmente et où apparaît la féodalité, on voit se poser en Europe les bases d'une nouvelle architecture militaire, orientée vers la défense à une échelle locale. Des simples palissades défensives, on en vient au mode castral, qui évolue progressivement vers d'imposantes forteresses de pierre, qui sont devenues pour nous de véritables images d'Épinal. Cette architecture guerrière reflète toutes les dynamiques politiques, économiques, mais aussi sociales du Moyen Âge. Je vous parle aujourd'hui d'un des thèmes les plus populaires de l'histoire de l'architecture, les premiers châteaux forts. Il faut tout d'abord noter que le thème des châteaux forts est extrêmement vaste et évolutif. Son origine remonte à la division de l'Empire carolingien en 843, et il court globalement jusqu'au XVe siècle, époque où l'artillerie à poudre rend obsolètes les fortifications hautes. Il y a donc ici une période d'environ 6 siècles, durant laquelle les forteresses naissent puis évoluent en s'adaptant aux armements modernes. Ce sont ici les origines de ce mouvement qui nous intéresse, à savoir la période qui va de la division de l'Empire carolingien, en 843 donc, jusqu'à la fin du XIe siècle. Alors prenons les choses à leur commencement. Durant la première moitié du IXe siècle, il n'y a pas encore de château fort, car l'organisation politique de l'Empire carolingien maintient un pouvoir central puissant, où l'espace est perçu comme un champ ouvert soumis à l'autorité du monarque. Les comtes, qui sont donc au sens étymologique les compagnons de l'empereur, administrent les provinces, mais ils sont les relais du système politique centralisé. Le pouvoir de l'empereur est alors fort et prestigieux, et l'ordre est globalement maintenu. Il n'y a pas besoin de se défendre à un niveau local. Aussi, les seigneurs de la première moitié du IXe siècle vivent-ils dans des villas, qui sont en fait plus des palais que des édifices strictement militaires. Il s'agit de domaines qui constituent des unités juridico-économiques inspirées du modèle romain. Il faut bien voir que la Rome impériale de l'Antiquité, qui chute en 476, est encore très proche temporellement, et qu'elle constitue toujours dans les esprits le modèle politique de référence. Charlemagne se pense ainsi comme un nouvel empereur romain, à la tête d'un territoire centralisé et contrôlé. C'est dans cet héritage qu'il est sacré empereur d'Occident par le pape en l'an 800, à peine 3 siècles après la chute de Rome. Ce lien avec l'idéal impérial romain est une des grandes caractéristiques du Haut Moyen Âge. Or, l'Empire carolingien ne survit pas à la mort de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Le territoire est en effet immense et difficile à contrôler. L'organisation politique est par ailleurs fragile. Ainsi, en 843, avec le traité de Verdun, l'Empire se divise en 3 parties. La Francie occidentale, la Francie orientale et la Francie médiane. En Francie occidentale, future France, c'est Charles le Chauve qui devient roi, et son autorité est loin d'être aussi prestigieuse que celle de Charlemagne. Par ailleurs, le territoire connaît rapidement de nombreuses invasions. Il y a les Vikings au nord, les Sarrasins au sud, mais aussi les Hongrois à l'est. Affaibli, le pouvoir central n'arrive pas à stabiliser la situation. Il perd en crédibilité. Les seigneurs, qui ne sont plus encadrés, doivent gérer seuls la situation, et c'est ainsi que naît progressivement la féodalité. À la base de ce qui deviendra plus tard le modèle de la forteresse, se trouve donc la nécessité de se défendre rapidement et efficacement à un niveau local, dans un royaume où le pouvoir central n'est plus assuré, et où les menaces sont nombreuses. Dès le milieu du IXe siècle, on commence par mettre en place des défenses rudimentaires, en construisant par exemple autour des villages des talus, des fossés ou des palissades, tout en continuant, là où cela est possible, à tirer parti des vieilles infrastructures carolingiennes. Il y a encore à ce moment-là une forme d'inertie, et les seigneurs n'ont pas complètement pris leur autonomie morale par rapport à des monarques dont le pouvoir s'affaiblit. La véritable transition s'effectue au milieu du Xe siècle, avec l'apparition des modes castrales. Concrètement, un homme fort à un niveau local s'impose et fédère autour de lui. Il devient un petit seigneur. Il fait construire par ses paysans une motte de terre qui fait généralement entre 6 et 12 mètres de hauteur avec un diamètre de base d'une trentaine de mètres et une pente comprise entre 30 et 50 degrés. La terre est extraite de fossés creusés autour du monticule.
Il s'agit d'un moyen efficace pour se défendre rapidement, puisqu'on considère qu'une motte moyenne, d'environ 5000 m3, pouvait être élevée en 20 jours par 100 travailleurs. Une fois la motte réalisée, on construit sur elle une tour de bois, haute de 15 à 25 mètres, qui est entourée d'une palissade. En contrebas de cette tour, on trouve la basse-cour, qui comprend les bâtiments nécessaires à la vie du château. On y découvre ainsi des granges, des écuries, souvent une forge et une menuiserie, mais aussi des habitations et parfois une chapelle. Le tout est entouré de palissades, elles-mêmes protégées par des fossés. Dans l'enceinte de ces châteaux primitifs, on trouve les personnes incarnant les fonctions stratégiques, comme le seigneur et sa famille, des hommes d'armes et des artisans spécialisés. Mais il y a surtout beaucoup d'habitants, principalement des paysans, qui vivent à l'extérieur des palissades, et qui peuvent venir s'y réfugier en cas de danger. Il ne faudrait toutefois pas percevoir ce monde féodal de l'an 1000 comme trop figé. Il est au contraire souple et organique. Les fouilles menées au lac de Paladru en Isère ont par exemple montré que bien souvent, les chevaliers étaient eux-mêmes paysans, et que ces premiers châteaux constituaient en fait des microcosmes capables de fonctionner en autarcie, et où les fonctions et les rôles sociaux se combinaient souvent. Ces châteaux à mottes, qui marquent le début de la féodalité, vont se multiplier pendant plus de 2 siècles. Entre les années 950 et le XIIe siècle, on en voit apparaître des milliers sur le territoire correspondant à la France d'aujourd'hui, avec une période de pic au XIe siècle. Ces mottes castrales expriment le pouvoir des seigneurs locaux. Elles constituent une réponse défensive adaptée aux menaces de l'époque, qui sont principalement liées à des pillages et à des attaques en tout genre, impliquant bien souvent de faibles effectifs et des moyens modestes. Les Vikings, par exemple, remontent les fleuves sur leurs dracars et mènent des actions éclairs, où ils pillent puis repartent généralement sans mener de siège. Les petits seigneurs se font aussi la guerre, mais souvent avec des effectifs restreints, n'impliquant que quelques dizaines d'hommes équipés d'armes légères. Les mottes castrales sont ainsi adaptées aux menaces de l'époque. Néanmoins, ces édifices en bois sont très vulnérables au feu, et c'est ainsi que la maçonnerie finira par les remplacer. Ils sont aussi complètement inefficaces face aux armes de siège sophistiquées qui se développent au XIIe siècle. Ça n'est qu'au XIIIe siècle que les châteaux en bois disparaîtront presque complètement. Il ne faudrait pas non plus considérer que la pierre succède chronologiquement au bois, car les forteresses maçonnées apparaissent très rapidement dans le monde médiéval. Les premières datent du XIe siècle. En Touraine, le très puissant Fulquenera, comte d'Anjou, fait construire de nombreuses fortifications dans le cadre de la guerre qu'il mène contre les comtes de Blois. Peut-être même avant l'an 1000, il débute la construction du château de Montbazon, qui comporte une imposante tour maîtresse en pierre. Entre 1013 et 1035, il fait bâtir l'impressionnant donjon de Loches. Cette immense tour fait 36 mètres de hauteur, pour une largeur de 25 mètres et une profondeur de 15 mètres. Les murs de Loches sont épais de 3 à 4 mètres, et l'ensemble fait du comte d'Anjou un seigneur au pouvoir considérable. Ces châteaux en pierre du XIe et du début du XIIe siècle ont généralement une forme quadrangulaire. C'est encore le cas à Falaise, où le roi d'Angleterre et duc de Normandie Henri Ier Beauclerc fait construire une tour maîtresse sur le même modèle. On retrouve à l'intérieur une disposition caractéristique de ces édifices, avec une grande salle d'apparat, généralement située au rez-de-chaussée, qu'on appelle l'aula, une pièce de vie pour le seigneur et sa famille, la caméra, souvent située au premier étage, ainsi qu'une chapelle, la capella. Souvent, au XIe et XIIe siècle, les châteaux en bois sont rebâtis en pierre sur leurs mottes, dont la terre est désormais suffisamment tassée pour accueillir une construction maçonnée, et la palissade est remplacée par une chemise de pierre. C'est par exemple le cas à Gisors en Normandie. Il s'agit donc d'une architecture principalement quadrangulaire, voire parfois assez anarchique et spontanée. Elle s'adapte au terrain et vise surtout la hauteur. Toutefois, l'évolution des armes de siège rend rapidement la forme carrée obsolète, les murs linéaires étant facilement mis à mal par les boulets de trébuchet. Par ailleurs, les angles des donjons carrés sont des points faibles dans une guerre de siège. C'est à la fin du XIIe siècle, et particulièrement avec Philippe Auguste, que la tour ronde, plus résistante, se développera et que le modèle du château fort connaîtra son âge d'or. Mais ça, c'est encore une autre histoire.